Moi, je suis très très heureux, très fier d'être là aujourd'hui pour présenter le nouveau modèle de gestion du Stade des Alpes aux côtés du GF38 et du FCG Rugby. Depuis la saison 2014-2015, le GF et le FCG évoluent tous deux au sein du Stade des Alpes, faisant de cet équipement d'intérêt métropolitain l'un des plus utilisés à l'échelle nationale si l'on regarde les statistiques depuis plusieurs années. Inutile de vous préciser, et vous-même et les médias ici présents l'ont relaté à un certain moment dans la vie collective, que c'est une cohabitation originale, c'est un terme qui s'applique, voire unique, et qui a été rendu possible par les efforts qui ont été consentis par les deux clubs, bien sûr aussi par la métropole, et par les deux clubs, et je voudrais ici les remercier d'avoir, au cours des années, toujours cherché l'intérêt général, de trouver les points d'équilibre nécessaires pour que nous puissions tous collectivement avancer ici dans ce bel écrin, dans ce beau lieu qu'est le Stade des Alpes. Aujourd'hui, plus personne dans ce territoire ne conteste la beauté, voire l'intérêt de ce Stade des Alpes. Ça a pu l'être à une époque, ça l'est plus du tout aujourd'hui. Les dernières images qui ont pu être montrées sur les réseaux sociaux à l'occasion de la Coupe du Monde féminine de foot par la FIFA notamment, et qui ont été vues partout sur cette planète avec la puissance de feu des réseaux sociaux que l'on connaît, évidemment lui donne une image aujourd'hui particulière parmi les stades français. Le contrat de délégation de service public du Stade des Alpes, il arrive à son terme le 31 octobre prochain, là, demain, après-demain, donc de cette année. Et afin de projeter le nouveau mode de gestion de l'équipement, la métropole a travaillé avec les clubs, et je salue le travail qui a été mené d'arrache-pied par le vice-président Yannick Bell, sur un sujet compliqué, tout simplement sur la possibilité de pouvoir imaginer soit, en tout cas, une convention d'occupation domaniale qui reposerait sur l'entente, tout simplement, et la coopération des deux clubs. Une exploitation qui serait alors possible avec la constitution d'une structure commune. Là aussi, effectivement, un élément nouveau, original, bien sûr à Grenoble, mais de façon aussi plus générale dans notre pays. Aujourd'hui, un protocole d'accord a été élaboré avec les deux clubs qui sont amenés à gérer l'équipement dans le cadre d'une structure interclub. Ce protocole fera l'objet d'une présentation et d'un vote lors du prochain conseil métropolitain, c'est-à-dire ce vendredi 7 février. Nous y sommes tout près. En fait, ce protocole, il vise à définir quoi? Il vise tout simplement à définir le cadre de la future convention d'occupation temporaire à intervenir d'ici au 1er novembre 2020, à la fin, donc la toute fin, de la délégation de service public, pour une durée de 10 ans, entre la métropole et la structure interclub constituée à cet effet par la SASP GF38 et la SASP FCG Rugby. Ce protocole précise par ailleurs les conditions au travers desquelles l'équipement pourra être exploité par cette structure. Pour en citer quelques-unes, j'évoquerai notamment les compétitions sportives impliquant les deux clubs, pour ce qui concerne leurs championnats nationaux respectifs, ainsi que d'autres matchs ou événements nationaux ou internationaux selon les priorités, sans pour autant priver la métropole de sa capacité à organiser, si elle le souhaite, des événements sportifs ou culturels au sein du Stade des Alpes. S'agissant de la répartition des frais de fonctionnement et des responsabilités en matière d'exploitation, la structure qui fédère les deux clubs assumera l'ensemble des charges d'exploitation,
y compris l'entretien de la pelouse, les fluides, ainsi que l'entretien et la maintenance prévus pour ce type d'équipement. La métropole, pour sa part, assumera les travaux de gros entretiens et de renouvellement. Des économies de fonctionnement qui seront réinvesties dans le développement du stade pour assurer sa compétitivité et son adaptation à l'évolution, tout simplement, à l'évolution des réglementations et des usages. Car la métropole et les clubs conviennent ensemble de la nécessité d'investir dans l'équipement pour soutenir son développement et par là même assurer la possibilité de recettes supplémentaires. Un développement qui profitera tant aux clubs qu'aux habitants et visiteurs de notre métropole. Ce nouveau modèle de gestion avec la structure interclub permettra à la métropole de définir avec les clubs une programmation pluriannuelle d'investissement, une PPI, que l'on va appeler la PPI dite de développement, pour ne même pas parler de ce qui relève de l'entretien qui relève du propriétaire, qui est près de 6 millions que nous assumerons aussi, pour bien dire les choses, mais c'est un PPI de développement d'environ 15 millions d'euros sur 10 ans, dont 2 millions d'euros TTC qui seront couverts par les clubs et le reste, évidemment, par la métropole. La métropole et les deux clubs ont pu nouer dans le cadre de ce dispositif vertueux un véritable partenariat. Moi, je voudrais évidemment saluer les deux clubs, l'ensemble des personnes qui ont négocié, discuté, trouvé tout simplement ce modèle à construire. Parce que, évidemment, au départ, c'était, comme souvent les choses les plus innovantes d'ailleurs, on se disait, mais ça va être très compliqué à faire. On voit toujours ce qui est le plus compliqué, et finalement, c'est parce qu'il y a des personnes, des hommes, des femmes, qui à un moment donné, tout simplement, cherchent plus les solutions plutôt que les freins, et sont effectivement dans cette dynamique de progrès collectif. Et en tout cas, c'est cela que moi m'a mobilisé en tant que président, comme le vice-président, qu'à chaque instant de ces discussions, nous soyons toujours dans l'objectif d'aller vers cet accord commun. Et c'était mon rôle, évidemment, en tant que président de la métropole, de porter cette exigence-là. Cette démarche, donc conduite par la métropole, fera de son stade un cas unique en France, à plus d'un titre. D'une part, je l'ai déjà dit au regard du niveau de fréquentation du stade, le plus élevé au plan national s'agissant du nombre de matchs de foot et de rugby professionnels accueillis, 40 matchs par an environ. Et d'autre part, au regard de son mode de gestion qui, pour la première fois, permettra de confier l'exploitation d'un équipement, non pas à un club résident, mais bien à une alliance constituée des deux clubs professionnels évoluant dans deux disciplines différentes. Ce nouveau modèle s'inscrit dans une tendance lourde amorcée depuis plusieurs années au plan européen et national. Les clubs professionnels prenant de plus en plus de responsabilités dans la gestion de leur stade et les collectivités limitant dans le même temps leurs dépenses de fonctionnement liées à ces équipements. La métropole de Grenoble poursuit sa tradition d'innovation, aujourd'hui dans le domaine du sport, comme elle a pu le faire dans bien d'autres domaines, en recherchant de nouveaux leviers de développement au profit des grands clubs professionnels qui contribuent lourdement, très fortement à l'image de notre territoire. Et je voudrais là aussi, sans flagornerie aucune, les remercier pour ce qu'ils amènent en image à notre beau territoire. Parce que ça, c'était effectivement essentiel et extrêmement important. Et évidemment, moi je suis très fier, et je me rappelle des discussions du début de mandat, voire même avant même que je sois président, sur finalement les envies des uns, des autres, des objectifs qui étaient tous d'ailleurs entendables, forts, puissants, parce que on a affaire à des entrepreneurs qui ont envie de porter une vision de leur club et une dynamique, tout simplement. Et c'est le rôle de la métropole que de savoir entendre cela et de se mettre finalement comme facilitateur de cette ambition-là et de ces ambitions-là. C'est notre rôle aujourd'hui des politiques que nous sommes.
Et évidemment, moi je suis très fier de pouvoir présenter au Conseil métropolitain de ce vendredi ce protocole d'accord. En tout cas, un grand merci à toutes et tous. Et évidemment, s'il y a des questions qui concernent la métropole, je me ferai un plaisir d'y répondre. Mais je laisse la parole au vice-président, qui lui a été celui qui a suivi là aussi de très près. Et j'ai pu voir d'ailleurs un vice-président qui sait suivre la complexité et la gérer. Donc moi j'en suis très heureux. Merci Yannick, à toi. Moi je voulais revenir plus particulièrement sur deux critiques qui étaient faites spécifiquement au Stade des Alpes, notamment quand on parlait de coquilles vides. Et je crois qu'aujourd'hui ce terme est complètement désuet quand on voit ce qui est proposé au Stade des Alpes. Aujourd'hui c'est le stade qui accueille le plus de manifestations sportives en France, quasiment un match par semaine entre les deux disciplines, en dehors de la période estivale. Et derrière le domaine de visite, on est le deuxième site le plus visité. Alors il y a les matchs, il y a aussi les sorties scolaires, l'accueil d'un certain nombre de publics, mais 550 000 visiteurs qui sont accueillis au Stade des Alpes, juste devant un deuxième équipement métropolitain qui est Pôle Sud et qui accueille plus de 450 000 personnes également. Donc vous voyez l'impact qu'ont ces deux équipements sportifs métropolitains. En tout cas, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire que cet équipement est une coquille vide grâce notamment au match du GF38 et du FCG, mais grâce aussi aux affiches que nous proposons en lien avec les fédérations, et je pense notamment au dernier France-Angleterre qui a eu lieu ce week-end. Nous avons accueilli plus de 13 000 spectateurs, et je crois qu'il a été aussi une grande réussite, et nous continuerons dans ce modèle de gestion à accueillir des événements d'envergure internationale. Et puis la deuxième critique qui a été faite à ce stade, c'était son coût, notamment son coût de fonctionnement, 1,4 million d'euros, c'est un chiffre qui a beaucoup fait parler. Et donc là, c'est un coût qui va diminuer pour la métropole en fonctionnement, un coût qui va être quasiment divisé par deux, mais ce dont je me réjouis en tant que vice-président au sport, et je suis vraiment très heureux, c'est que ces économies de fonctionnement, ils vont être réinvestis dans le sport. C'était pas forcément, c'est pas du tout une évidence, ils auraient pu être versés au pot commun, au budget général, pour servir d'autres politiques. Et je remercie vraiment l'arbitrage du président Ferrari pour que cet argent reste au service du sport et du développement du stade des Alpes. C'est un équipement récent, mais qui a toujours besoin d'être mis à niveau et upgradé. Désolé, je ne trouve pas le mot en français, mais vous traduirez. Donc voilà, des économies importantes en fonctionnement, mais encore une fois, comme l'a dit Christophe Ferrari, qui vont être injectées. Et donc, si on fait le total des investissements qui sont prévus sur 10 ans, on a ces 13 millions d'euros d'économies de fonctionnement qui vont être injectés en investissement, 2 millions d'euros d'investissement supplémentaires apportés par la nouvelle structure qui va être mise sur pied, plus les 6 millions d'euros de PPI que nous avions déjà sur les mandats précédents. Donc on est sur un chiffre d'investissement de l'ordre de 21 millions d'euros sur 10 ans. Je crois que c'est vraiment un chiffre conséquent dont on peut se réjouir la métropole et dont peuvent se réjouir les deux clubs. Et je sais qu'ils ne sont pas à court d'idées pour mettre à profit ces 21 millions d'euros d'investissement. Et je crois encore une fois que c'est un très bon chiffre. Et voilà, au service du sport, j'en suis très heureux. Et puis dernier élément, je voulais insister sur ce qui s'est passé ces derniers mois. C'est vrai qu'il y a eu vraiment un travail, évidemment, des services que je tiens à remercier avec les deux clubs, mais il y a eu aussi une volonté de transparence totale avec l'ensemble des groupes politiques de la métropole. Il y a eu un groupe de travail ad hoc, comme on dit, qui a réuni l'ensemble des groupes politiques, et je pense notamment au sénateur Savin qui a un attachement particulier pour le sport et le sport professionnel notamment, et qui a pu aussi nous éclairer, nous aiguiller. Mais en tout cas, toutes les données ont été communiquées à l'ensemble des groupes politiques. Alors on verra le débat au Conseil métropolitain vendredi, mais transparence totale sur cette opération. Voilà, je ne veux pas être plus long, mais encore une fois, nous réjouir pour tous ces investissements qui vont servir aux deux clubs et au sport sur notre territoire, qui est un élément d'attractivité très important, vous l'avez remarqué depuis plusieurs années. Merci. Écoutez, que rajouter de plus tout a été dit, si ce n'est que le FCG est particulièrement fier d'avoir participé à un projet collectif, puisque par définition on est un sport collectif, mais d'aller au-delà de notre propre sport et d'arriver à nous aligner avec le GF38 et finalement réaliser ce mariage à trois. Je pense qu'il y a quelques mois, peu de personnes auraient parié sur la finalité. Donc c'est une vraie fierté d'avoir participé à cette aventure collective.
Et puis cette autre fierté de se retrouver finalement à piloter un outil qui est devenu au fil des années une vitrine. Alors effectivement, il y a quelques années, on parlait plutôt des gens qui étaient dans les arbres. Aujourd'hui, c'est plutôt une vitrine et une réussite de notre territoire. Et en fait, notre ambition collectivement avec le GF38, c'est d'en faire encore un plus bel éclat et de se servir de cet écrin pour pouvoir mettre en avant les technologies et les forces de tout notre territoire. Donc voilà, beaucoup de fierté et puis le sentiment d'un travail abouti. Merci. Je représente le président Stéphane Rosnoblier qui est éloigné de la région pour toute la semaine. Et comme nous devions absolument donner cette information avant le conseil métropolitain du 7, ce jour a été choisi et donc j'ai le grand honneur de le représenter et de représenter le GF38. Je ne suis que l'avocat dans cette affaire. Je n'ai aucune fonction particulière au sein du GF38, mais j'ai eu le plaisir et l'honneur de participer et de favoriser une négociation qui paraissait au départ très compliquée, voire impossible, et qui, grâce à un alignement des planètes, et moi je dirais mieux, c'est un alignement de personnalités, et cela n'arrive pas souvent, d'avoir à la fois à la métro le président Ferrari et le vice-président Bell, les services de la métro que je veux vraiment saluer, et les présidents Rosnoblier pour le GF38, Cuina et Pellissier. Je n'oublie pas les deux managers, Max Marty et Nicolas Trichet. Voilà tous ceux qui ont réussi une alchimie qui était impossible au regard des contraintes juridiques au départ, des contraintes de personnes, peut-être des contraintes d'ego, d'ambition. Et voilà qu'à Grenoble, une nouvelle fois, grâce à la volonté politique, grâce à certaines personnalités, on arrive à réaliser une première nationale, à mettre d'accord deux clubs phares de notre région pour, et la Convention le dit, promouvoir la pratique sportive et valoriser le territoire. Ce sont les deux objectifs. Et quoi de mieux que de faire un mano à mano entre le GF38 et le FCG pour faire de cet outil qui est devenu un outil essentiel pour le territoire dont nous sommes tous fiers, y compris la société civile dont je fais partie, un écrin. Et quand on voit le rôle joué par le sport dans notre cité et les ambitions d'investissement qui ont été mis par écrit, je crois que le FCG et le GF38 peuvent être heureux et fiers d'avoir réussi cette négociation et d'avoir inventé ce modèle unique pour demain. Voilà ce que je voulais dire au nom du président Rosnoblier. Grande fierté, comme l'a dit Nicolas Cuina, et beaucoup d'espérance et d'espoir pour l'avenir. Alors vous avez bien compris qu'il y a deux niveaux d'investissement. Il y a ce qui est finalement quelque chose de relativement courant et que la métropole assume déjà, c'est ce qu'a dit Yannick Ben dans le cadre de son PPI, et ensuite effectivement un PPI de développement. Nous travaillons et les clubs vont travailler justement la priorisation de ces sujets-là. Ce qui est déjà assumé, c'est la question d'Applewood, de façon très claire et très nette, qui aujourd'hui a environ 1,5 million, me semble-t-il. Mais du coup, le travail va se suivre, va progresser, tout simplement pour établir ensemble la priorité. Vous avez bien compris que cet investissement, il est au service du développement du modèle économique. Et évidemment, rien de mieux que les deux clubs eux-mêmes que de prioriser ce qui est de nature, finalement, je dirais, à être plus intéressant en termes de rentrée financière demain pour la société commune. Je peux leur laisser la parole s'ils le souhaitent, évidemment. Effectivement, le président Ferrari parlait de la pelouse parce que c'était
un besoin technique. On a déjà travaillé sur la projection de l'amélioration de l'outil commercial et notamment l'amélioration des salles, de manière à ce que le stade puisse être un lieu d'accueil encore plus performant. La pelouse, ça sera effectivement l'investissement prioritaire qu'on va travailler dès le début du contrat, et même en amont si on peut. L'idée, c'est d'avoir une vraie pelouse hybride et chauffée. Alors on cherche les modèles les plus vertueux sur le plan environnemental pour le chauffage, mais voilà, qui permettent une cohabitation pérenne des deux activités, notamment au foot de jouer après le passage du rugby. Voilà, ça sera un investissement prioritaire et c'est vrai qu'on est sur un investissement de l'ordre de 1,5 million d'euros hors taxe. Hors taxe. Vous donnez la fourchette, mais voilà, ça sera la priorité. En fait, c'est dans ce PPI de développement. C'est dans ce PPI de développement. Et nous, évidemment, on met effectivement sur les 15, on met 13 millions. Donc, et comme l'a dit le vice-président, nous, on va travailler en amont. On va travailler en amont cela. Et du coup, nous, on engagera évidemment, naturellement, le renouvellement. C'est un outil, c'est obligatoire dès le début. Donc voilà, posons les choses. On a déjà eu beaucoup d'événements sur le Stade des Alpes, et c'est vrai qu'on aimerait ancrer la spécificité féminine. Voilà, de continuer à accueillir des événements internationaux avec des équipes féminines. Je vous ai entendu une fois dire qu'elle préférait largement, je parle de l'équipe féminine de France, de rugby, qu'elle préférait largement jouer à Grenoble dans un Stade des Alpes plein que dans un équipement à moitié rempli à Paris, donc elles sont les bienvenues. On va continuer voilà, sur le développement du sport féminin, à accueillir des belles affiches. Il y a des affiches qui nous font rêver, comme la finale de la Coupe d'Europe. Je pense qu'on sera candidat un jour, même s'il faut prendre rang beaucoup à l'avance, bien à l'avance, pardon. Mais le stade peut, en tout cas, correspondre à la jauge recherchée par les ligues pour cet événement, et on sera candidat à toutes les possibilités qui permettent de mettre en avant le sport féminin, et puis continuer aussi en lien avec la Fédération française de rugby, avec qui on a des liens très étroits, à proposer des affiches comme on a pu proposer celle du week-end dernier avec le France-Angleterre en 2020. Et du coup, pareil, je n'oublie pas les propos qui n'avaient pas été des propos de circonstance du président de la FIFA lorsque nous étions ici réunis, d'ailleurs quasiment là, avec lui, et finalement de tout l'intérêt qu'il voyait sur le Stade des Alpes pour potentiellement accueillir du foot féminin de haut niveau demain ici en ces lieux. Donc on a des graines qu'il nous faut évidemment travailler, et je sais qu'on pourra les faire pousser. Voilà. Il y a un vrai potentiel. On a marqué, on se rappelle aussi des chiffres liés à la fréquentation de la Coupe du Monde féminine de foot ici. On avait eu un tirage qui avait été le tirage, voilà, qui était, mais en même temps une fréquentation qui avait été assez remarquée, parmi les premiers, hein, peut-être même le premier. Donc, mais comme on est toujours un peu, voilà. En tout cas, il y a matière, encore une fois, d'attirer demain des événements, et on a prouvé des choses. On a pu prouver aussi à la FIFA, à la Fédération française de foot, et puis bien sûr, côté rugby, de la même chose, qu'on était capable ici d'organiser dans ce territoire ce type d'événement. On était capable d'accueillir dans de bonnes conditions, on était capable du coup d'avoir toute la logistique pour, et croyez-moi, passer les équipes du Stade des Alpes comme de la métropole dans les fourches de la FIFA, ça upgrade, comme on dit, comme disait le vice-président tout à l'heure. En fait, on avait un modèle qui n'était pas évident pour accueillir de fait une programmation culturelle complémentaire. Encore une fois, quand vous avez 40 matchs quasiment qui se jouent, c'est compliqué de jongler. Et la priorité sera évidemment le sport, on est clair là-dessus. Mais on a pu discuter avec un certain nombre d'acteurs spécialistes de ces sujets d'accueil de grands événements culturels, de concerts, etc., qu'il pouvait y avoir à un certain moment d'ailleurs de l'année, peut-être des espaces où on pouvait tout simplement imaginer des concerts, des débuts de tournée, ou des avant de tournée, enfin bon bref, il y a des choses à imaginer. En tout cas, c'est pas moi qui parle, moi je suis pas spécialiste de ça, hein.
Mais en tout cas, ceux qui sont spécialistes de ça voient un intérêt. Donc à nous maintenant, là aussi, de trouver finalement le modèle qui permet, voilà. Après, avec ce qui permettra aussi de protéger naturellement la pelouse, mais tout ceci, à mon avis, se travaille très, très facilement. Ça ne posera pas de problème. J'ai pas entendu la fin. S'il y avait des changements de division entre... Non, justement, si on a pris le temps à la réflexion et à la projection, c'est d'imaginer un modèle qui puisse faire face à des succès sportifs qu'on espère rapides pour le F38 et le FCG. Donc on pourra, on a prévu de s'entendre. Et le contrat prévoit aussi un certain nombre de clauses de revoyure qui permettront de s'adapter aux aléas sportifs, à l'évolution sportive des clubs. Après, vous saurez voir, évidemment, régulièrement. C'est pas un contrat qui est gravé dans le marbre, c'est un contrat qui peut vivre, évoluer et qui doit s'adapter, encore une fois, au niveau sportif des deux clubs. Et je peux rajouter que pour le GF38, on a bien évidemment anticipé des succès futurs qu'on ne peut pas, bien évidemment, ne pas anticiper dans notre vision de l'avenir. Et bien évidemment, toutes les contraintes qui sont posées pour jouer parmi l'élite seront respectées pour le GF38, et sur ce point, il n'y aura aucune difficulté. Peut-être que ça n'a pas été dit, mais c'est connexe, mais vous savez que bien sûr il y a le stade, il y a une pelouse, il y a des salons, etc., etc. Il y a aussi des beaux commerciaux qui sont rattachés à ce stade, qui ont fait à un moment donné la une ou pas la une des médias, mais en tout cas qui ont été à un moment donné évoqués, et les beaux commerciaux dans l'enceinte du stade seront aussi donc à la gestion de la structure interclub. Ça rentre dans le modèle. C'est déjà une première d'avoir deux clubs qui cohabitent à ce niveau-là dans un même stade. Je crois qu'il y a Béziers aussi, mais on n'est pas sur les mêmes niveaux. Et ça sera encore une première que deux disciplines différentes gèrent un même stade. Et je crois que ça confirme aussi le caractère pionnier de la métropole. Et je renvoie à la marque Grenoble-Alpes pour cela. Si on est là, c'est que les objectifs ont été mis sur la table et qu'une voie commune a été trouvée. Donc effectivement, chacun des clubs a gardé sa spécificité, mais nous avons, sur ce point-là en tout cas, aucune difficulté de cohabitation, ni aujourd'hui, ni hier, ni demain, sur les sujets que nous évoquions. On s'est d'ailleurs déjà essayé à une collaboration, puisqu'on a construit une bulle ensemble, et qui est déjà une réalité. Donc, partager après un outil, bien évidemment, on n'a pas forcément le même public, mais on vient pour un spectacle sportif, et il faut avoir le plus de confort possible dans cette enceinte, et je pense que ça, c'est un objectif commun avec le club, qui est plutôt facile à aligner. Oui, du stade de Diguerre, alors le stade de Diguerre, on en est très fiers aussi, c'est notre centre d'entraînement. Le FCG a présenté un plan sur 9 ans, pas plus tard que la semaine dernière. Nous sommes en phase avec nos équipements. On a un outil pour le match équipe première, et puis on a un outil de performance pour l'instant, alors qui ne tiendra pas 10 ans, c'est sûr, mais qui pour l'instant est parfaitement en adéquation avec notre ambition à court terme. À moyen terme, c'est autre chose. On doit l'améliorer ou le modifier pour tenir les ambitions qu'on a sur 10 ans. Ça, il y a un travail de collaboration assez fort avec les livres respectifs et les calendriers. Pour l'instant, c'est pas un problème. Et on a imaginé des solutions au cas où ça devait arriver. C'est pas un point d'accrochage. Mais c'est là où on voit que toute la période, finalement, qui vient de s'écouler, où ces sujets-là étaient tout simplement posés, parfois, même des fois dans la presse, je me rappelle moi des interviews où demander mon avis sur les uns et les autres. Ce temps-là est derrière nous, parce que tout simplement tout le monde a appris à essayer de trouver des solutions et à les régler. Donc
Une fois qu'on est dans cette dynamique de méthode-là, voilà, finalement c'est la bonne façon à chaque fois de se dire qu'il y a une réponse possible et qu'elle se trouve. Voilà. Elle se trouve dans l'écoute et finalement dans l'écoute des contraintes des uns et des autres pour essayer d'y répondre. À chaque fois, on a trouvé une solution. À chaque fois, on était le pire face au doublon. On avait 3 encore cette saison. À chaque fois, le travail des clubs, de la métropole et des ligues, il a porté ses fruits. Et à chaque fois, on a su contourner et éviter les doublons. Compte tenu du fait qu'on a déjà réussi à trouver des solutions, on voit mal comment on pourrait avoir plus de points d'achoppement. Donc les recettes d'hier seront valables demain. Et puis quand bien même il fallait qu'on trouve des solutions, on en a encore d'autres qu'on n'a pas essayé. Je ne sais pas si on en aura d'autres. Par exemple, si demain on devait avoir des problématiques, c'est que le foot serait en Ligue 1 et que le FCG sera en top 14. Je crois qu'il y a d'autres stades qui seraient prêts à accueillir un club de top 14 pas très loin pour que le spectacle profite à d'autres territoires. Et le FCG se positionne comme étant le club de rugby des Alpes. Donc je pense que des solutions, il y en a plusieurs. Et le fait de faire évoluer la pelouse permettra là aussi de ne plus avoir le sujet des temps rapprochés qui pouvaient être une contrainte à un moment donné, tout simplement dans le télescopage des dates. Et du coup, ça, c'est aussi un élément technique, à 1,5 million d'euros, hein, mais qui permet justement, là aussi, de se donner de la souplesse, et tant mieux. Et c'est bien. Je voudrais simplement confirmer ce que vient de dire Nicolas Cuinas, ce qui veut dire qu'on a travaillé ensemble. Il y a des solutions, les ligues déjà font en sorte d'harmoniser les calendriers. Quand il y a des difficultés, si jamais il y a des difficultés, on a des solutions pour s'entendre. Et c'est ça qui est. Et c'est pour cela qu'on est là. Max, tu veux dire un mot sur la pelouse? Oui, très bien. Ça peut être bien. Je veux bien. Qu'est-ce qu'elle aura cette nouvelle pelouse? Qu'est-ce qu'elle aura cette nouvelle pelouse à 1,5 million d'euros et qu'est-ce qu'elle permettra? Non, mais le gros avantage, c'est ce qui vient d'être dit, c'est qu'on a envie de jouer ensemble sur ce même outil. Ça implique des contraintes. Les contraintes, c'est que le rugby puisse jouer 24 heures avant nous. Nous, on puisse jouer 24 heures après. Donc il nous faut une qualité de pelouse qui permette que les deux clubs puissent jouer de façon rapprochée, indifféremment, avant ou après. Et donc cette pelouse-là, elle est essentielle pour qu'on soit bons amis le plus longtemps possible. Donc il y a des mesures d'accompagnement qui sont prévues. Aujourd'hui, il nous reste une difficulté. Je vais vous donner une piste de réflexion. C'est le double traçage. C'est par exemple que la Fédé de rugby impose des logos pour certains matchs qui, pour nous, sont compliqués puisqu'on joue, nous, sur le terrain. On réfléchit, on travaille avec différentes startups sur un modèle inventif. On pourrait peut-être avoir un traçage sous forme de LED qui apparaisse, qui soit très innovant, qui puisse même faire apparaître des différents logos. Enfin, je veux dire, on doit continuer à réfléchir et comme l'a dit le président tout à l'heure, arrêter de penser que ce n'est pas possible. Voilà. Je crois qu'à Grenoble, tout est possible et on doit se poser cette question. On a envie de cohabiter et on doit trouver des solutions quand il n'y en a pas. Et c'est ce qui nous intéresse, qui nous excite dans cette cohabitation et qui nous rend plus imaginatifs. Le foot a longtemps vécu d'argent des transferts et de l'argent des droits télé. Il est temps de rendre cet argent plus intelligent et de vraiment cohabiter et d'être utile pour notre territoire. Les clubs jusqu'à présent louaient l'utilisation, ça sera pareil demain en fait. En termes de coût pour le club en lui, non, on n'est pas sur de la charge supplémentaire sur les clubs. On est éventuellement, si on arrive à bien utiliser l'outil, sur éventuellement des produits. On n'est pas des charges supplémentaires, c'est le travail qu'on a fait pour essayer d'équilibrer effectivement et pour que ça coûte moins cher entre guillemets à la métropole et que ça ne coûte pas plus cher au club.